Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce webinaire qui est consacré à la question de la décroissance. Je fais rapidement le tour de ceux qui sont avec nous pour 1 heure, en rappelant que vous avez été une petite centaine à vous inscrire aujourd'hui. Le sujet manifestement vous intéresse. Guillaume Lefort est agriculteur. Vous êtes agriculteur, membre de la FNSEA, Grand Bassin Parisien. Vous êtes installé dans le sud de la Seine-et-Marne, à Nemours, dans la région de Nemours. Vous expliquerez tout à l'heure quelles sont vos activités. J'imagine un peu de polyculture. Euh, Monsieur Tamouzelou représente l'Union des coopérations forestières françaises. Alors, la forêt, c'est un sujet qu'on commente assez régulièrement dans les médias, notamment l'été, au moment des grands feux. Et on s'interroge d'ailleurs sur l'entretien des forêts. Vous nous direz quelles sont vos relations avec les parties prenantes, notamment les organisations non gouvernementales, et en quoi vos préoccupations peuvent rejoindre celles des agriculteurs. Nous attendons Pierre Delbé, qui est philosophe. Il est toujours utile d'avoir le point de vue d'un philosophe sur ces questions, croissance, décroissance. Et puis Bruno Jambard, vice-président d'Opinionway. Et là, merci beaucoup, cher Bruno. Vous nous direz quel est l'état de l'opinion. Croissance, décroissance. Alors, j'ai le sentiment, je me tourne d'abord vers vous, Bruno, j'ai le sentiment que la décroissance, l'idée de décroissance qui a pu être populaire à un moment dans le discours, parce que, au fond, ça corrigeait les excès d'une croissance débridée, excessive. La décroissance recule aujourd'hui en termes de représentation ou d'estime dans l'opinion publique. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les Français sont très favorables à une croissance très soutenue. C'est un vocabulaire dans lequel il faut mettre du contenu. Il y a croissance et croissance, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une croissance qui est plus vertueuse que l'autre, probablement. Mais dans le débat fin du mois, fin du monde, les Français ont tranché. La décroissance n'est pas perçue comme une perspective heureuse, Bruno Jambard. Je crois qu'effectivement, faut bien voir qu'il y a eu une évolution probablement dans l'opinion, je dirais autour de ces 5 dernières années, probablement. La décroissance a pu être à un moment assez populaire parce que finalement, elle s'appuyait sur le vieux fonds anticapitaliste, Oui. antilibéral, hein, qui est très puissant en France, hein. Et elle était une manière de contester ça. La France était très je dirais, très en force, hein, sur les mouvements anti-mondialisation dans les années 90-2000. La contestation des traités de libre-échange était très forte chez nous et dans nos pays. Et donc, la décroissance a pu d'abord je dirais, se pluguer là-dessus et réussir à capitaliser sur cette contestation. Mais aujourd'hui, effectivement, elle est moins en vogue, à mon avis, pour deux, trois grandes raisons. La première, c'est quand même la rupture du Covid, hein, et de la crise du Covid, où finalement, les gens se sont un peu rendus compte aussi ce que ça pouvait être qu'une forme de décroissance, d'arrêt de l'activité. Et on a plutôt vu à ce moment-là que le comportement du consommateur, c'était d'avoir envie de continuer à consommer, de continuer à être dans cette croissance économique-là. Et ce que l'on constate, c'est plutôt des gens qui se plaignent de ne pas suffisamment profiter de la croissance économique. Oui. La seconde raison, c'est effectivement l'inflation qui est arrivée après cette crise, et notamment à travers la guerre en Ukraine, mais pas seulement, hein, et cette inflation qui a été très très mal ressentie, hein. Depuis le début de cette inflation, c'est la première priorité des Français, le pouvoir d'achat. Ça s'est installé durablement en tête, hein. Alors probablement moins durablement que ne l'a été l'emploi pendant une trentaine d'années dans ce pays, mais ça fait maintenant plus de 2 ans que c'est la première priorité. Et Je donc, vous interromps juste voilà. une seconde, Oui. Bruno. Est-ce que c'est pas corrélé aussi au débat qu'on a sur les souverainetés? Vous savez, les souverainetés, c'est les conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine, par exemple. On s'aperçoit qu'on est très dépendant du gaz russe, on peut être dépendant aussi d'une partie des productions agricoles de ces régions. On s'aperçoit que nos principes actifs de médicaments sont fabriqués en Chine et que on manque des produits de comptoir, hein, dans les pharmacies. Est-ce que tout ça, finalement, ne nous dit pas que la décroissance, ce serait d'abord, pas régler la crise environnementale, mais ajouter une crise économique et sociale profonde?
Alors, je ne suis pas sûr que l'opinion fasse aujourd'hui le lien entre les deux, mais c'est certain que cette question de la souveraineté est redevenue centrale. Et là encore, ça a commencé avec le Covid et sur la question des médicaments et des masques, hein, où on l'a vu, les gens se sont dit, mais comment se fait-il qu'on n'est pas autonome dans ce Oui. genre de crise? Et ça s'est poursuivi effectivement avec la guerre en Ukraine. Mais le lien entre les deux n'est, à mon avis, pas encore totalement fait par l'opinion publique, même si cette question de la souveraineté, c'est intéressant parce que ça veut dire que se crée actuellement une tension entre deux volontés dans l'opinion publique. La volonté d'avoir effectivement une croissance et donc, si on en vient à la question agricole, une agriculture vertueuse en matière environnementale et en même temps la volonté de produire en France. Alors, posons la question à Guillaume Lefort, agriculteur, polyculture, vous êtes installé en région parisienne. On oublie d'ailleurs souvent que il y a des champs à 5 km pratiquement de la frontière parisienne, hein. Moi, j'habite à l'ouest de Paris. Vous êtes sur le plateau d'Orsay, vous avez déjà des céréales. Et qu'on est à vol d'oiseau à moins de 5 km de la Seine. Vous, vous êtes installé en Seine-et-Marne. Est-ce que vous partagez ce point de vue que la décroissance, finalement, aura été une étoile filante dans le débat politique français? Alors, moi, je suis agriculteur donc dans le sud de la Seine-et-Marne, un peu plus loin que Paris, mais encore en Île-de-France. Et c'est vrai que la moitié de la surface de l'Île-de-France est encore en terre agricole. La forêt, je pense, a aussi une vraie place en Île-de-France. Moi, je le partage, mais je crains qu'on ait quand même encore quelques grands et vrais influenceurs qui essaient de ne pas laisser mourir cette idée et qui ont un fonds de commerce autour de la peur qui est qui est beaucoup trop utile pour eux et donc qui souhaitent vraiment continuer à alimenter cette décroissance durable quand on peut entendre dans certains milieux ou des choses qui sont un peu trop loin des attentes de monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est ça qui est quand même un petit peu inquiétant. On comprend bien les problématiques d'une immense majorité silencieuse, mais on a encore, voilà, moi, ce que j'appelle des grands influenceurs, des gens qui ont quand même une capacité à se faire entendre, qui sont peut-être pas majoritaires, mais qui ont une vraie capacité à se faire entendre, qui n'ont pas envie de sortir de ce sujet-là. Hmm. Alors, c'est vrai que souvent, d'ailleurs, des idées émergent dans la société produites par des minorités. L'histoire, d'ailleurs, nous donne des leçons dans ce domaine. L'histoire, elle est souvent faite, ou en tout cas influencée par des minorités. Mais on continue de faire tourner la parole. Monsieur Tamouzelou, Union des coopérations forestières françaises. Euh, vous vous sentez concerné, vous aussi, par le débat sur la décroissance? Ah oui, clairement, clairement, clairement. Nous, ce que nous vivons dans le milieu forestier, hein, en tant qu'ingénieur forestier présent sur l'ensemble de la France, on a une forte pression médiatique hein, qui vise à mettre les forêts sous cloche. Mettre les forêts sous cloche dans l'idée soi-disant, les protéger. Sauf que quand on ne fait rien en forêt, de fait, on ne récolte pas de bois. Pourtant, nous consommons du bois tous les jours dans notre quotidien, que ce soit pour déplacer des aliments, notamment produits par Guillaume Lefort. Vous avez des palettes qui sont en bois pour se loger, le parquet, la charpente, pour se chauffer éventuellement le bois, et puis bien sûr le papier, non papier hygiénique. Et donc cette récolte de bois en France répond à des besoins des Français pour Hmm. pouvoir vivre totalement. Si nous ne faisons plus de récolte en France, nous allons importer du bois d'autres pays. Et donc du coup, comment se fait-il C'est-à-dire que que, cette décroissance. ouais. Mais vous dites quelque chose d'un peu contre-intuitif. Vous dites, on a l'impression que la forêt, c'est quelque chose de statique, mais vous nous dites la forêt produit. Elle a une production. Elle a même une triple production, elle a une triple fonction. C'est une fonction de production, production de bois, historiquement. Une fonction également écologique, elle abrite une biodiversité qui est phénoménale, et également une fonction sociétale. Sociétale, c'est-à-dire que nous allons nous promener en forêt, nous allons faire du VTT, nous allons ramasser des champignons, nous allons Hmm. nous reposer, nous ressourcer en forêt. Et le rôle du forestier, du gestionnaire forestier, que sont les coopératives forestières, c'est d'arriver à maintenir cet équilibre de ces triples fonctions, productives, écologiques et sociétales, tout en maintenant une compétitivité de notre filière forêt-bois française, qui Hmm. actuellement est en déficit.
très important, balance commerciale déficitaire de la filière, 9,6 milliards d'euros. On a perdu 1 milliard d'euros dans notre D'accord. balance commerciale en un an. Mhm. D'accord. Vous êtes confronté vous-même à des militants d'ONG. Alors, je vous pose la question en ayant un peu la réponse parce que on le traite régulièrement dans les médias, mais je me rappelle des débats autour, vous savez, des incendies dans la forêt des Landes. Ça a maintenant plus de 18 mois, mais l'idée, c'était de dire il faut entretenir cette forêt. Vous avez d'un côté des gens qui disaient entretenons la forêt, on va créer par exemple des espaces de protection, on va couper le bois à certains endroits pour éviter que le feu ne saute d'un endroit à un autre et ne se propage. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui disaient, souvent des ONG, des écologistes, qui disaient en substance, bah non, il ne faut pas toucher la forêt, il faut, comme vous dites, là, la mettre sous cloche. Ce débat, il est, compte tenu de ce qui s'est passé, des incendies nombreux, il est dépassé ou il existe encore? Malheureusement, il existe encore. Et pour rappel, hein, la première forêt qui a brûlé dans les Landes, enfin en Gironde en l'occurrence, en 2022, c'était une forêt qui était mélangée avec du feuillu, du résineux, toutes les classes d'âge. Le modèle type de ce que nos détracteurs envisagent sur l'ensemble de la France. Et c'est la première forêt qui a brûlé parce qu'il y a eu un incident qui a fait qu'on a mis le feu parce que le vent était important, parce que la sécheresse était là, l'hygrométrie était faible. Et nous, notre vraie innovation, hein, je pense, elle est dans les mentalités. Je pense qu'on a un challenge d'innovation dans les mentalités. C'est que la nature, elle s'entretient. Monsieur Guillaume Lefort pourra en parler. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas retirer l'ensemble des bénéfices que la nature nous offre. Pour prendre un exemple, vous avez un jardin potager. Si vous voulez avoir des groseilles, des fraises et trois feuilles d'autre chose, vous allez l'entretenir. Si vous ne faites rien dans votre jardin potager, dans 3 ans, vous aurez toujours un jardin potager. Sauf que vous n'aurez plus de groseilles, vous n'aurez plus de fraises, vous n'aurez plus tous ces agréments-là. Et dans le milieu forestier, c'est la même chose. On doit trouver un équilibre, on essaie de trouver, mais la nature, elle s'entretient. Et dorénavant, on a des détracteurs qui sont puissants, médiatiquement. Ils commencent à avoir des puissances un peu politiques qui émergent également pour nous dire que nous faisons mal notre travail, qu'il ne faut rien faire. Et face au changement climatique, avec des plus 4 degrés qui nous sont annoncés, nous sommes dans le temps long forestier, nous devons intervenir d'une façon ou d'une autre et trouver les meilleures solutions au cas par cas. Mhm. On dit, Guillaume Lefort, que l'agriculture française est une des plus vertueuses et que bon, s'il y a des agricultures qu'il faudrait probablement infléchir ou dénoncer, voire interdire dans certains cas, ça n'est pas le cas de la nôtre. Quels sont les éléments de preuve qu'on peut apporter pour dire que notre agriculture est meilleure que les autres? Eh bien, plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que la notion de transition en agriculture n'est pas un gros mot. L'agriculture s'est toujours adaptée. On le voit, et ça a été dit par mon collègue juste avant, dans le contexte de réchauffement climatique, de transition, on est obligé de s'adapter. On a toujours évolué, on a su répondre à l'augmentation de la population et de nombre de bouches à devoir nourrir depuis la sortie de la guerre. On a su avoir des révolutions à travers la mécanisation, on a su avoir des révolutions à travers la révolution aussi chimique, à travers les engrais, les outils de protection des cultures, et on continue à avancer. Moi, je suis passionné de nouvelles technologies, et sur ma ferme, à chaque fois que j'interviens, je vis au milieu de mes terres. J'habite une ferme au milieu des champs. Les terres, c'est ce que j'ai de plus cher, c'est mon outil de production, c'est quelque chose que je ne changerai jamais, donc je dois les conserver. Je pompe l'eau que je consomme tous les jours au milieu de mes terres, et à chaque fois que j'interviens, mon adage, c'est de me dire que j'apporte la bonne dose au bon endroit, au bon moment, de manière à être le moins impactant sur mon milieu, d'être également, parce que je suis chef d'entreprise, le plus efficace économiquement, et de manière à construire une alimentation saine, de qualité. Et grâce aux nouvelles technologies aussi, moi, mon smartphone est un vrai outil de ma ferme. Il est connecté avec mes tracteurs au satellite, à ma terre, aux stations. Oui, bien sûr. Et Ouais. donc, on est vraiment attaché à avoir le moins d'impact et le plus d'efficacité parce qu'on le sait, notre multiperformance tient à ça. Alors, je crois que Monsieur Delbé nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Alors, il a disparu. Bon, écoutez, j'espère qu'il va revenir, monsieur Delbé.
peut-être des difficultés de connexion. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je ne vous vois plus. Ça y est, vous êtes revenus les uns et les autres. Euh, Bruno, j'en reviens à l'état de l'opinion. J'avoue que j'ai parfois du mal à faire la mienne d'opinion, parce que je vois des mouvements contradictoires dans la société française. Tout ce que vous avez dit les uns et les autres, Monsieur Tamouzelou, moi je comprends parfaitement, hein, la nature n'est acceptable que si elle est entretenue. Il y a un mythe à déconstruire qui est celui de la naturalité, c'est que la nature serait bonne. Non, la nature n'est pas bonne. Si on continue de l'habiter, elle est même très prédatrice. C'est-à-dire que si on continue de l'habiter, c'est parce qu'on l'a aménagée. C'est parce qu'on a soumis d'une certaine façon, je le dis au bon sens du terme, notre environnement. De l'autre côté, M. Lefort nous dit en substance que on a en France un modèle de production d'abord très réglementé, très normé. C'est tout le débat, hein. C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait monter la pression en ce moment entre les agriculteurs et ceux qui nous gouvernent, le président de la République, le Premier ministre et l'administration. C'est qu'en fait, on a une agriculture qui est quasi nationalisée, puisque c'est les normes qui décident du modèle de production. Quand le modèle administratif décide, en général, ça s'appelle une nationalisation. Mais les Français, eux, comment perçoivent-ils l'idée de progrès? Est-ce que tout ce qui a été évoqué, là, c'est perçu comme un progrès, le fait qu'on ajoute de la technique, de la technologie, qu'on entretienne la nature, est-ce que c'est perçu comme un progrès? Je pense que le mot que vous avez employé hein, est très juste, le mot contradiction. Il y a beaucoup de contradictions dans Mmh. l'opinion sur ces sujets. Quand on regarde toutes les enquêtes que l'on peut faire, on voit que le mot innovation, le mot progrès restent des mots positifs et très largement connotés positivement. Et même quand on regarde le mot innovation en agriculture, hein, 63% des Français considèrent que c'est quelque chose de positif, l'innovation dans le domaine de l'agriculture. Donc Mhm. ça, c'est un premier point. Mais dans le même temps, on voit également qu'il y a une vision finalement de ce que sont les agriculteurs qui est très déconnecté de la réalité. Mais pourquoi? Eh ben, il y a un phénomène assez étrange qui fait que moins il y a d'agriculteurs dans le pays, plus les gens les aiment, et plus les gens les aiment, plus ils fantasment un peu ce qu'est un agriculteur dans le fond. Euh, Ils voient l'agriculteur comme le petit paysan qui cultive quelques tomates dans un champ, là où aujourd'hui les agriculteurs, et on vient d'en avoir l'exemple avec Monsieur Lefort, sont des gens qui utilisent les nouvelles technologies, qui sont extrêmement connectés, qui sont des chefs d'entreprise. Mhm. Donc ça, c'est une difficulté, probablement parce qu'en fait, les Français, la plupart d'entre eux, sont aujourd'hui déconnectés de la réalité du monde agricole. Ils ne vivent plus non seulement à côté d'agriculteurs, mais même à proximité des terres agricoles pour beaucoup d'entre eux. Vous allez poursuivre dans une seconde, mais je me tourne vers l'agriculteur, Monsieur Lefort. C'est pas un peu de votre faute, ça, dites-moi. Les C'est Français vous connaissent mal, mais est-ce que vous avez fait vos efforts de communication pour aller vers eux? c'est exactement ce que je voulais, sur lequel je voulais réagir. Et moi, j'ai pas de souci à faire un petit peu mon mea culpa. Et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on est parti en très peu de temps, en l'espace de une ou deux générations, à un lien à la terre qui était énorme. Il y avait plus de 2 millions d'agriculteurs, où tout le monde avait un parent, un cousin proche chez qui on allait à la ferme. Et ce lien était naturel. Et sauf que voilà, on est devenu de moins en moins nombreux. Notre métier a beaucoup changé, je vous dis, à travers plusieurs révolutions. On n'a pas su l'expliquer, alors qu'on a, moi, ce que je qualifierais une triple responsabilité à expliquer ce que l'on fait. Mhm. D'une part, parce que ce que l'on produit est consommé et ingéré 3 fois par jour par les consommateurs. Oui. Au Euh, moins, oui. D'autre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment un adage de plus en plus pour nous, d'être le moins impactant, et vu qu'on est en interaction avec l'eau, avec la terre, avec l'air, donc on se doit de pouvoir expliquer comment l'on travaille. Et puis, un troisième facteur qui est peut-être moins important, mais qui psychologiquement est quand même assez utile à rappeler, c'est que nous, nos usines, elles sont à ciel ouvert. Tout le monde voit ce que l'on fait, et c'est parfois assez méconnu. Un industriel, il est entre ces 4 murs. Ce qu'il fait, Oui. personne ne le voit et personne ne s'en rend compte. Et donc, nous, pour ces 3 sujets-là, l'alimentation, les interactions avec l'environnement, et vu que tout le monde voit ce que l'on fait et c'est parfois assez méconnu, on a peut-être raté quelques moments d'échange, d'explication, comme on pourrait l'avoir dans d'autres domaines. Alors, Certains moi, je pense qu'il y a,
il y a aussi, je me permets de donner peut-être un témoignage direct, il y a je crois aussi un lien avec ce que nous sommes, Français. Les Français vivent à Paris, dans la région parisienne, pour certains d'entre nous, mais on a tous un bout de terroir. Vous voyez, on vient tous de quelque part. C'est-à-dire qu'il y a peu de vrais Parisiens au fond. Moi, mes attaches sont plutôt auvergnates et corréziennes, et j'ai toujours un coin de pays dans ma tête. Peut-être que je représente l'agriculture comme je l'ai connue quand j'étais enfant. Alors que ce monde a connu une vertigineuse ascension de sa complexité. Les agriculteurs sont aujourd'hui météorologues, mécaniciens, électromécaniciens, ingénieurs du vivant, j'allais dire biologistes d'une certaine façon. Enfin, on analyse quand on est agriculteur, on aime bien utiliser en France le mot paysan. Alors, au bon sens du terme, hein, mais un agriculteur, c'est quelqu'un qui maîtrise le ciel et la terre. C'est qui maîtrise la météo et il maîtrise la composition de ses sols. Enfin, en tout cas, il tient compte de la météo. C'est un peu l'image naïve que Bruno Jambard évoquait tout à l'heure, qui est celle d'une agriculture passée, très largement dépassée d'ailleurs aujourd'hui, et qui nous interdit collectivement d'interroger un modèle qui est celui, par exemple, de la taille des exploitations agricoles. On ne le dit pas assez. Il y a un très bon article dans les Échos du jour sur cette question-là. La taille des exploitations en France, 70 hectares de moyenne, c'est pas assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume Lefort, mais peut-être parce qu'on a peur aussi des mots croissance, production, innovation, qui ont été décrédibilisés par une partie du champ politique. Alors, moi, ce n'est pas des mots qui me font peur, hein. Je suis très à l'aise. Moi, je ne pense pas que le classement par la taille et la surface, ce soit le bon critère. On se rend compte qu'aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui savent créer de la valeur ajoutée sur de toutes petites surfaces avec des marchés dédiés et d'autres qui sont plutôt dans de l'extensif de manière à pouvoir essayer de limiter les charges et nourrir avec des produits de qualité, mais à moindre coût. Donc, c'est vrai que souvent, la première question qu'on nous interpelle, et vous ne l'avez pas fait, c'est très bien, mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vous êtes agriculteur, quelle est la taille de la ferme? En fait, c'est vraiment pas un critère en fonction de ce qu'on y produit, de donner une ferme, si je produis du champagne, ou si je produis des céréales, ou si je suis maraîcher, ben voilà, les interactions ne veulent rien dire. On a les mêmes Ouais. unités de comptage, qui est la surface des hectares, mais ça ne veut rien dire derrière. Moi, je suis plutôt attaché à expliquer que moi, sur ma ferme, je nourris à peu près l'équivalent de 6000 personnes. Ça, c'est des choses, je trouve, qui sont un peu plus parlantes. Et du coup, c'est important aussi, voilà, de sortir de ces clichés et de ces classements. On le voit à l'échelle de la planète. On a une agriculture vivrière, peut-être dans certaines zones du globe. Et à l'inverse, j'ai eu la chance de découvrir, alors peut-être un autre extrême, à l'opposé. J'ai vu une ferme, alors je ne sais même pas si on appelle ça encore une ferme, où il y avait 100 000 têtes de bétail en Californie. Donc, vous Ouais. voyez un peu les extrêmes. En France, on a besoin, je le pense, et heureusement que l'agriculture s'est modernisée et que ce n'est pas un gros mot, parce que vu les difficultés que l'on a aujourd'hui à pouvoir recruter et attirer du monde vers des gens, des hommes et des femmes dans le métier de l'agriculture, si on ne s'était pas modernisé, on n'y arriverait pas. Et on a besoin aussi d'avoir un petit peu plus de massification, de manière à pouvoir se relayer. Le travail qu'ont pu faire nos parents, nos grands-parents, qui était plus un sacerdoce, hein, de s'occuper des animaux de la ferme tous les jours avec très peu de salaire, ça répond pas aux attentes des agriculteurs et des agricultrices aujourd'hui. Et donc, c'est important aussi donc, de pouvoir avoir cette approche où on peut réussir à avoir une qualité de vie comme l'ensemble de nos concitoyens, où on peut avoir un week-end, on peut avoir des vacances, on peut avoir une pause et se reposer aussi dans d'autres circonstances que de passer sa vie à aller traire matin et soir ou aller s'occuper des cultures toute la journée sans avoir de pause. Alors, il n'empêche que la taille en économie est un facteur de productivité. Sur 200 hectares, l'amortissement d'une machine agricole sera sans doute plus facile que sur 100. Tout à fait, D'accord on est d'accord. avec cette idée-là. Alors, il y a aussi, vous avez raison de le rappeler, la géographie française. Nous ne sommes pas un pays de plaine. Alors certes, il y a de grandes plaines fertiles, mais il y a aussi des zones de montagne, de moyenne montagne, des côtes, des littoraux, où de bocage, donc, où la question de la taille se pose différemment. Mais je me tourne vers M. Tamouzelou, là.
Union des coopérations forestières françaises. Euh, Puisqu'on parle croissance, décroissance, notre forêt française, elle est en croissance ou pas? Elle est largement en croissance depuis des décennies et des siècles. Donc, l'IGN, l'Institut géographique national, nous montre qu'en 150 ans, elle a doublé en superficie. Et en termes de volume, c'est la même chose. On est sur la même proportion. Et ce qui est paradoxal pour nous et ce qui est un piège, tel que je le vois, c'est que les Français pensent que la forêt est statique. Alors, effectivement, elle bouge relativement peu, on est d'accord. Euh, les arbres poussent lentement, c'est la caractéristique des arbres. Et les Français pensent que les métiers n'ont pas évolué. Donc, on a cette image, on ne voit pas la forêt. C'est 30% du territoire français sur lequel on n'a quasiment aucune visibilité, même si elle est à ciel ouvert, hein, pour prendre l'exemple de M. Lefort. Mais le piège, c'est de penser qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas d'innovation dans ce secteur-là. On parle de 30% du territoire. Je prends un exemple, la mécanisation. On pose la question à des Français pour dire c'est quoi les métiers de la forêt? Bon, ben, le métier de forestier, ben, c'est un bûcheron, voilà, tout simplement. Et puis éventuellement, il a une chemise à carreaux, il est un peu barbu, et puis ça, c'est le bûcheron qui existe depuis tout le temps et qui existera tout le temps. Sauf que il est illusoire de penser que les bûcherons vont continuer à exister massivement comme il y avait à l'époque, parce que la mécanisation est arrivée, et la mécanisation, c'est un progrès. C'est un progrès en termes de sécurité des personnes, c'est un progrès en termes d'ergonomie de travail, et c'est également un progrès, une innovation dans toutes les données collectées dans ces machines. Quand vous êtes dans une machine qui récolte, alors, coordonnées GPS bien sûr, le nombre d'arbres coupés, les produits, les volumes, les liens géographiques, etc., ça génère une innovation pour toute une filière. Et là, on a raté, hein, j'allais dire un peu le coche dans notre explication, c'est de rappeler la réalité du métier. Ça, effectivement, n'a pas été bon. On a sûrement été même prouvé à expliquer qu'on peut innover en forêt. Il faut agir à la fois dans la forêt et sur les produits bois que nous avons récoltés. Alors, vous avez une question de spectateur anonyme, c'est son nom. À force de viser la décroissance au prix d'un endettement faramineux, l'État français n'en serait-il pas réduit pour rembourser une partie des dettes à vendre ses forêts, les forêts domaniales, à des sylviculteurs privés? Une bonne question, monsieur Helou. Alors, la vente de forêts domaniales est très, très encadrée. Il y a d'ailleurs eu un épisode un peu sulfureux il y a quelques années avec l'hippodrome de Chantilly à l'époque. Mais effectivement, ça fait partie de la forêt domaniale. Ça représente environ 10% des forêts françaises. 15 autres pourcents appartiennent à des collectivités, des communes en général. Et les 3 quarts des forêts françaises appartiennent à des propriétaires forestiers qui sont 3,4 millions de propriétaires. La question pour nous, c'est de dire effectivement, à un moment, il va falloir rembourser une dette, tout secteur confondu. Et que va-t-il se passer en forêt? Est-ce qu'on va décapitaliser les forêts? Mais ce qui est important pour nous, c'est d'apporter une compétitivité à une industrie locale. Tout à l'heure, on a commencé les débats sur la décroissance, etc., la suite du Covid. Consommer local, ça a du sens. Par contre, consommer local en forêt, ça veut dire que mon arbre, je l'ai récolté localement. Et donc, potentiellement, le paysage que j'ai toujours connu depuis mon enfance va être amené à évoluer parce que j'ai récolté des arbres. Et ça, est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Ou est-ce qu'on préfère récolter du bois que l'on ne voit pas, on maintient notre paysage, on les met sous cloche et on ne génère aucune activité économique rurale? Et ça c'est un vrai problème. Et pourtant, on a besoin de produits bois dans notre quotidien, encore une fois. Guillaume Lefort, est-ce que vous considérez, vous, que les derniers amendements sur le pacte vert européen reviennent sur les tendances à la décroissance? On va rappeler quand même qu'un des enjeux, alors, ça va même un peu plus loin, hein, si on rentre dans le détail, l'Europe a même financé la décroissance, enfin, on voulait financer la décroissance et même la décapitalisation du cheptel. Il faut rappeler, tiens, d'ailleurs, au passage, qu'il y a un épisode qui est un peu passé inaperçu quand les Anglais ont quitté l'Union européenne. Ils ont changé, évidemment, ils ont quitté aussi la politique agricole commune qui a été remplacée en Angleterre par une politique environnementale, pour ne pas dire environnementaliste, dont le financement repose sur l'entretien de la nature. C'est-à-dire qu'on paye les éleveurs, un, à décapitaliser le cheptel, deux, certains agriculteurs à devenir des jardiniers.
Et c'est un peu, alors la boucle est bouclée le jour où on apprend que l'Angleterre a signé avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie des accords d'échange, des accords d'achat de bœuf et de moutons. Donc, si je résume les choses, on a réduit la production au Royaume-Uni, en Angleterre notamment, pour augmenter le volume des importations. Le risque, au fond, est-ce que c'est pas ça? C'est d'augmenter notre dépendance, Guillaume Lefort. Ah bah, c'est clairement ça, et aujourd'hui on le voit. Ce qui est quand même un peu dramatique, c'est que notamment pour le commissaire européen, la seule façon de préserver de la biodiversité, c'était passer par de la non-production. Or, aujourd'hui, on est une vraie difficulté aussi à expliquer toutes les interactions positives que nos fermes peuvent avoir. Moi, je suis paysan donc, dans le sud de l'Île-de-France. Je pratique l'irrigation. J'ai la chance d'être au-dessus de la nappe de Beauce, donc qui est une réserve naturelle qui permet de stocker de l'eau. Chez moi, il n'y a pas un seul fossé, parce que la terre sait boire l'eau qu'il peut pleuvoir. Quand j'irrigue dans ma zone sèche, je sais que tous les soirs, si je veux voir des animaux, il suffit que j'aille voir où il y avait l'appareil d'irrigation qui est passé, et je vais voir des animaux dans cette zone-là, parce que c'est une zone sèche où il y a très peu de sources qui affleurent, il n'y a pas de fossé, la terre boit rapidement l'eau, et donc en fait c'est ça, on peut se dire aujourd'hui, travaillons les sujets avec une approche plus globale, expliquons toutes les interactions positives de l'agriculture, on arrivera à gagner en explication et en preuve de réussite des écosystèmes que l'on a développés dans notre territoire. Et surtout, ne tombons pas dans ce que vous venez d'expliquer et qui est un bel exemple, triste mais bel exemple, nous allons produire loin de nos yeux ce que nous ne voulons pas voir à côté de chez nous. On va se donner bonne conscience, on va tout peindre en vert autour de chez nous, et puis on va consommer avec un impact carbone ou un impact bien-être animal qui est exporté, enfin qui est importé plutôt dans notre sens, d'autres pays qui, eux, n'auront peut-être pas d'autre choix que de cultiver ou d'élever dans des conditions assez difficiles pour répondre à des marchés toujours plus bas. Or, notre alimentation a un prix, et c'est aussi ça qui est important de le rappeler, c'est que souvent dans le budget de beaucoup de ménages, la seule variable d'ajustement, c'est le budget alimentaire. Et aujourd'hui, on a quand même un paradoxe entre le consommateur et le citoyen, où le citoyen a beaucoup d'ambition, or il n'a pas toujours les moyens de ses ambitions, et au final, il ne consomme pas de la même façon dont il vote ou de la même façon dont il s'exprime. Et on a besoin de garder une souveraineté alimentaire, et hélas, la crise du Covid nous l'a bien rappelé, sur des sujets aussi stratégiques que l'agriculture et l'alimentation. On devrait être sur le même pied d'égalité que la médecine, que l'armée ou que l'énergie. On se rend compte qu'on a un certain nombre de secteurs sur lesquels on ne peut pas se passer de souveraineté. Alors, monsieur Pierre Delbé nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec Bonjour, désolé. nous. Vous êtes philosophe. Alors, on a évoqué de nombreuses questions. Je ne sais pas si vous les avez suivies. Malheureusement, j'avais quelques problèmes techniques. C'est pour Bon, ça que j'ai eu un petit peu de mal à vous rejoindre. l'essentiel, c'est que ces problèmes soient réglés. Dans la philosophie au XXe siècle, avant, mais dans la philosophie au XXe siècle, il y a un courant hostile à la croissance, hostile au développement, à l'outil, à la technologie. On peut même dire que le philosophe allemand Hans Jonas, qui est le père de la responsabilité pour l'avenir, est d'une certaine façon le porte-drapeau des écologistes, des ONG dans ce domaine. Ça a toujours existé, cette idée de décroissance, d'adversaire de la croissance et du progrès. Alors, je crois que en ce qui concerne donc la relation entre l'agriculture et la philosophie, non, je crois qu'en fait, si vous voulez, il faut bien voir une chose. Il y a un lien entre la philosophie et la culture et l'agriculture. Vous savez, je rappelle toujours que sapientis en latin, c'est la sagesse. Et sapientis a la même étymologie que la saveur. À savoir que, vous savez, la philosophie est née en Grèce, bien avant Hans Jonas. Elle est née en Grèce et en fait, si vous voulez, il faut bien voir, dans le banquet de Platon, les gens réfléchissent ensemble parce qu'ils viennent de faire un bon banquet, un bon repas. Pourquoi on faisait un bon repas en Grèce? Parce qu'il y avait une excellente agriculture déjà, et on partageait du vin, on partageait de bons produits, etc. Et on avait envie que cela se poursuive.
En d'autres termes, il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a un lien entre l'agriculture et la culture, au sens où il y a, si vous voulez, ce savoir-vivre, cette civilisation qui est fondée sur, évidemment, une agriculture qui est bonne. Voilà. Alors, Mais là, vous nous parlez, pardon, mais vous nous parlez de croissance, là. eh bien, je crois, si vous voulez, que lorsqu'on réfléchit un tout petit peu à l'oikia nomos, la loi de la maisonnée, à l'époque de la Grèce notamment, à savoir, si vous voulez, le fait que l'économie, c'est un développement, et un développement qui fait en sorte qu'on peut vivre, primo vivere deinde philosophare, hein. D'abord, il faut vivre, et puis ensuite, on peut effectivement commencer à réfléchir, etc. Il y a donc un certain nombre de critères qu'il faut prendre en compte, qui sont des critères, je dirais, philosophiques en ce qui concerne l'économie. La question de la croissance, elle est liée au fait que, effectivement, comme je viens d'écouter Monsieur Lefort, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que il faut pouvoir assurer une sécurité alimentaire. Et cette sécurité alimentaire-là, actuellement, elle n'est pas évidente à tous les niveaux, si j'ai bien compris, au niveau agricole. Or, la sécurité alimentaire, ça fait partie évidemment du bien commun, c'est-à-dire de la souveraineté d'un État. Et c'est absolument indispensable de la défendre. Et en ce sens-là, je crois effectivement qu'il y a un lien à faire et il faut promouvoir, je dirais, cette sécurité alimentaire qui fait partie d'une nécessité pour un État, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité de ses citoyens. Mais vous comprenez aussi le mouvement en faveur de la décroissance, là, comme si le progrès faisait peur. Quand je disais ça a toujours existé, ben, il y a toujours eu des sceptiques quand même, hein, dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que la croissance, pour moi, n'est pas, si vous voulez, un élément, je dirais, absolu. Ce qui me paraît l'élément absolu en termes de philosophie et en termes même de politique, c'est la justice. C'est-à-dire le fait que, vous comprenez, les agriculteurs doivent, parce qu'ils exercent un métier qui est absolument nécessaire, qui est légitime et qui est traditionnel en France, ils doivent pouvoir faire mieux que joindre les deux bouts à la fin du mois. Ah oui. Ils doivent pouvoir vivre d'une façon décente. Et pour que cette vie décente soit possible, il faut effectivement leur assurer, je dirais, une vie, je dirais, oui, une vie possible. Vous savez, ça c'est l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est le fait d'avoir un souhaitable qui est possible. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que on a, si vous voulez, on a une vision et on a enfin, l'agriculture est confrontée à des difficultés de cohérence, notamment internationale, de normes, etc., qui font que on ne perçoit plus d'une façon claire ce souhaitable possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'on ne le perçoit plus, évidemment, il y a le sentiment d'une injustice, ce que je comprends parfaitement. Alors, est-ce que vous, Guillaume Lefort, vous faites confiance aux responsables politiques du pays pour conduire une politique? Alors, une politique globale efficace, c'est une politique qui n'a pas d'externalité ou peu d'externalités négatives. C'est-à-dire qu'il faut produire l'alimentation. C'est vrai que vous ne produisez pas n'importe quoi, ce pas des téléphones portables ou des machines-outils, vous produisez l'alimentation. C'est le besoin physiologique de base des individus. Et alors, il faut respecter évidemment le consommateur, il faut respecter la terre, votre actif de production, respecter l'environnement. Est-ce que vous avez confiance, vous, aujourd'hui, dans les responsables politiques français? Alors, moi, je suis plutôt un optimiste par nature, et donc je crois au bon sens, le bon sens paysan, et je crois en des gens qui ont été élus et qui n'ont pas vocation à fourvoyer notre pays et notamment l'agriculture. Après, on se rend compte que beaucoup de pression arrive, et à chaque fois qu'on discute et que nos représentants nationaux discutent avec l'État pour réussir à faire 2 pas en avant, certains décroissants passent par derrière pour qu'on arrive à refaire un pas en arrière. Donc la difficulté d'avancer comme ça, c'est compliqué. Dans le contexte actuel, on a un jeune Premier ministre qui est arrivé il y a peu de temps, donc par principe,
Moi, je serais plutôt à lui laisser une chance. On lui a laissé un timing pour qu'il donne des preuves. Les paroles, c'est une chose, mais on a besoin d'avoir des preuves concrètes de réussite. On a besoin de retrouver du bon sens. On a besoin aussi de retrouver de la simplicité et d'arrêter, parce que souvent, on tape sur l'Europe, mais on a une capacité naturelle à Ah complexifier les choses oui. en France. Où on n'y arrive plus. Mes collègues dans le nord de la France qui demandent juste simplement à prendre une pelleteuse et à curer un fossé qui a été creusé par l'homme, ça devient compliqué. On ne peut pas en rester là. Donc c'est ça aujourd'hui sur lequel on essaie de se battre depuis plusieurs semaines. C'est pour réussir à libérer l'agriculture. En plus, mon collègue de la forêt l'a bien dit tout à l'heure, alors, c'est un peu moins vrai pour l'agriculture, mais on reste sur des temps longs. La forêt, c'est sur Ouais. un temps très très long, on est sur des cycles assez longs, et on voit bien que le temps agricole ne correspond pas au temps politique et ne correspond encore moins au temps médiatique. Et donc, c'est notre capacité à faire entendre voilà, cette difficulté. Moi, dans ma carrière, je vais faire 40, 50 cycles. À l'opposé, moi, je produis notamment du blé. À l'opposé de ma filière, mon boulanger va faire 2 ou 3 cycles par jour. Donc, la D'accord. capacité à se remettre en cause, à tester, à évoluer n'est pas la même lorsqu'on fait un cycle en un an ou quand on fait un cycle dans la journée. Bruno Jeanvar, est-ce que les Français reconnaissent, que l'opinion reconnaît les vertus de notre agriculture, les efforts faits par les filières, mieux produire et toujours à des prix qui restent acceptables, même s'il y a parfois, d'ailleurs, je le dis au passage, 10 centimes ou 15 centimes d'écart entre les pommes polonaises et les pommes françaises, c'est pas la mer à boire, quoi. 10 centimes, même pour des foyers modestes, ça devrait être acceptable. Alors, je pense que les Français reconnaissent très clairement le fait que nous avons une agriculture de très bonne qualité et sont plutôt euh, fans des produits français, hein, des produits agricoles français. Est-ce que pour autant ils les considèrent comme euh, plus vertueux que les autres? Oui, mais je dirais que là aussi, ils sont confrontés à un discours qu'ils entendent un peu tous les jours qui oppose deux types d'agriculture. On leur explique qu'en France, il y aurait deux agricultures, une agriculture productiviste, hein, qui est le mot employé pour dénoncer Et une c'est un gros agriculture. mot, Bruno. C'est un gros mot, C'est oui. fait pour disqualifier. Exactement, et qui renvoie donc à l'idée. Alors, par exemple, c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure sur la taille moyenne des exploitations. Ça, je pense que les Français ne le savent pas. Les Français, ils entendent aussi des gens expliquer qu'en France, on fait une agriculture productiviste avec des exploitations immenses et qui ne correspond pas là aussi à la réalité. Donc, je pense que oui, ils sont satisfaits de la qualité des produits français, mais ça ne veut pas dire qu'ils les privilégient toujours pour autant, pour d'abord des raisons de prix. C'est vrai que sur Oui. certains produits, clairement, ils ont des produits qui leur sont proposés qui sont moins chers, voire nettement moins chers. Et le prix est très important. On l'a vu hein, sur l'agriculture bio, hein, qui avait le vent en poupe depuis une quinzaine d'années. Donc la croissance était régulière et forte chaque année, et qui depuis 3 ans est en grande difficulté, justement, pas seulement, mais en partie pour ces raisons de prix. Il y a aussi d'autres raisons hein, qui sont liées au fait que la multiplication des labels a fait que les gens se sont mis à douter aussi de ce qu'était un produit bio, et puis tout le discours aussi sur le fait que le bio n'était pas le même en France et à C'est l'étranger a vrai. contribué. Alors c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Non, En mais fait, c'est au cas par cas. c'est précisément, vous savez, ce qui fait comment dire, la fiabilité d'un produit, c'est sa régularité. Et quand on peut avoir un doute, quand le doute s'immisce dans l'esprit du consommateur, les consommateurs ne sont pas idiots. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, du bio qui viendrait d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, pourquoi pas? Je ne remets absolument pas en question les vertus de production dans ces territoires, mais c'est à l'autre bout du monde. Il y a quand même ce goût, et je voudrais votre avis les uns et les autres là-dessus, il y a ce goût avec ses limites d'ailleurs sur le local. Alors, on n'est pas encore tout à fait sur la saisonnalisation de la consommation. Quand je vais faire des courses moi-même, je vois qu'il y a encore beaucoup de tomates, de la tomate marocaine notamment en ce moment. Ouais, il y a des produits qui viennent de loin, pour dire les choses simplement. Donc, la saisonnalité n'est pas nécessairement un argument décisif pour le consommateur. Le local, oui, mais est-ce que, Guillaume Lefort, est-ce qu'on serait capable de produire en circuit court en France? Autrement dit, on nous dit, vous avez une partie de vos des agriculteurs français regroupés dans
la Confédération paysanne qui nous disent agriculture de proximité, c'est formidable. Est-ce que ça suffirait pour nourrir les Français? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'agriculture de proximité. Moi, je vais reprendre l'exemple tout simple de Paris et de l'Île-de-France, 12 millions de consommateurs. Si ces 12 millions de consommateurs devaient se nourrir qu'avec l'agriculture qui se situe à 5 km de chez eux, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont Ça ne mourir de marcherait faim. pas. Ça ne marcherait pas. Et on a habitué les consommateurs, vous venez de le dire, à consommer un petit peu tout quand ils le souhaitent. Donc, il y a toute une éducation à l'alimentation qui doit être travaillée. On se rend compte aussi que les attentes en termes de transition, il va falloir aussi les financer. Vous avez parlé d'agriculture biologique, mais on le voit aussi, hélas, le consommateur, à partir du moment où il y a un petit peu d'inflation, n'est plus prêt à payer Ah, ces c'est vrai. transitions, alors que c'était à lui, en réalité, d'être cohérent avec son acte politique. C'est celui avec la carte bancaire d'aller acheter chaque jour son alimentation. On le voit, l'agriculture biologique est une niche. On a voulu l'étendre, on a voulu expliquer aux gens qu'on pouvait consommer de l'agriculture biologique au prix de l'agriculture conventionnelle, et on a tué cette agriculture qui avait qui avait de vraies attentes, qui avait de vrais atouts. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des collègues qui se déconvertissent de l'agriculture biologique parce qu'ils n'arrivent plus à en vivre, alors qu'ils avaient une belle niche et que ça se passait plutôt bien. On a du mal à passer le cap des 10%. Et ça, ces transitions qui ne veulent pas être payées par le consommateur et la période d'inflation actuelle n'aide pas aussi à accompagner cette montée en gamme. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir des importations massives à moindre coût par des gens qui produisent avec des coûts voilà, et des règles qui sont beaucoup plus compétitives que les nôtres. Et donc, on ne sait plus consommer. Et un autre exemple très simple, on a connu, notamment moi, autour de chez moi, mes collègues qui faisaient de la vente directe, avoir la queue devant les fermes pendant la période de confinement, où Ouais, c'est vrai. il fallait expliquer aux consommateurs pourquoi il n'y avait pas plus de poulet ou plus de salade à ce moment-là, et qu'il fallait les laisser se développer. Et une fois que, alors les gens, c'était marrant, c'était leur seule porte de sortie de chez eux, donc ils allaient faire la queue, ils faisaient le tour des fermes pour aller acheter leurs fraises, leurs poulets, leurs salades, leurs tomates. Et une fois que le confinement est parti et qu'on a pu retrouver le rythme de boulot, métro, dodo, et qu'on découvert qu'on pouvait faire leurs courses en cliquant toujours pareil sur le téléphone portable et charger leur drive, on se rend compte qu'on a des chiffres d'affaires dans nos boutiques à la ferme qui sont inférieurs à ce qui se pratiquait avant le Covid, alors que mes collègues ont réussi à investir dans des distributeurs automatiques où on peut acheter jour et nuit des produits locaux et tout ça, sauf qu'on se rend compte que voilà, le pouvoir d'achat et la simplicité fait qu'aujourd'hui, le Ah, consommateur justement, ne transforme pas son acte politique en acte de consommation. je vous interromps une seconde, Guillaume Lefort, pour vous dire qu'il y a cette question. Alors, c'est une question avec une réponse de Bruno Cardo qui nous écrit pour dire qui paye les transitions en cours, fossiles, engrais, pesticides. Jean Covici, tout le monde connaît Jean-Marc Jancovici, m'a répondu, dit Bruno Cardo, les consommateurs. Or, constate-t-il, et je fais le même constat d'ailleurs, ils ne sont pas prêts. L'inflation n'aide pas. Résultat, ce sont les importations de mauvaise qualité qui augmentent. Il y a des chiffres qui sont très étonnants. La consommation de viande en France décroît depuis 20 ans, mais nos importations de produits carnés augmentent. Deuxième commentaire de Gilles Cressman qui dit l'UE s'est mise comme objectif de développer les surfaces agricoles consacrées à l'agriculture, 25% des surfaces en bio. Plusieurs études montrent que ça se traduira par une baisse de la production agricole compte tenu des différences de rendement. Oui, il a pas tort, hein. Il faut plus de foncier quand on fait du bio parce que le rendement à l'hectare est inférieur. Je reviens vers vous, Monsieur Tamouzelou. On évoquait tout à l'heure les politiques publiques, le soutien ou non d'ailleurs, des autorités. Euh, Est-ce que vous-même, ayant été attaqué assez régulièrement par des ONG, des militants écologistes, vous avez le sentiment que le gouvernement a bien défendu la filière? Moi, c'est mon sentiment. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, on a une ambition avec le gouvernement qui est de développer la filière forêt-bois. Et donc là, on a des financements qui sont importants pour adapter les forêts au changement climatique, parce qu'elles souffrent, hein, vous pouvez le regarder dans vos différents territoires. Donc on a des financements qui sont importants, on a une ambition. Le bois, c'est pour nous le matériau d'avenir. Alors je dis ça pas parce qu'on en récolte et qu'on en vend, mais c'est que c'est un matériau qui décarbone l'économie, parce qu'il Oui. stocke du carbone. Il est présent
quasiment partout en France, en abondance. C'est un matériau renouvelable, écologique, qui se recycle. Donc, il a toutes les vertus pour être un matériau d'avenir, non pas pour faire entièrement du bois dans toutes les maisons de A à Z, mais en complémentarité. Donc, on voit ça. Par contre, là où on voit un frein, c'est dans les conditions de mise en œuvre, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Il y a des ambitions qui sont très, très louables de lutter contre la déforestation, de lutter, enfin, pour restaurer la nature, etc. Et quand on creuse, et c'est notre rôle à nous, la partie opérationnelle, comment est-ce qu'on met en œuvre les financements proposés par l'État ou des réglementations européennes, on s'aperçoit que c'est totalement à l'opposé de ce qu'on pourrait mettre en œuvre. On n'a pas réussi à faire comprendre la partie opérationnelle des mesures politiques. Donc là, on a un gap. Et moi, j'avais peut-être un petit message en termes d'innovation et de lutte contre la décroissance, c'est d'arriver à faire comprendre à nos politiques, en France ou en Europe, la partie, c'est louable d'avoir des ambitions politiques. Chacun en a, très bien. Maintenant, nous, acteurs opérationnels, on est en charge de mettre en œuvre des injonctions qui sont souvent contradictoires. Et par ailleurs, les détracteurs surfent sur ces problèmes et on subit du vandalisme, on subit des menaces, on subit des menaces de mort en l'occurrence, des tracteurs qui sont brûlés parce qu'on ne veut pas, alors quand je dis on, je ne sais pas qui c'est, que l'on touche à la forêt parce que c'est soi-disant un bien commun, parce que c'est soi-disant il faut la préserver, donc ne rien y faire. Donc c'est nier toute évolution en fait. Mais En France, il n'y a pas de forêt primaire, il n'y a plus de forêt primaire en non, mais France quand on depuis nous dit des... retrouver, à défaut de forêt primaire, retrouver des forêts primitives, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben là, il y a un projet un peu emblématique porté par quelqu'un de très connu, hein, Francis Allais, qui a pour ambition de créer une forêt primaire dans le nord-est de la France. C'est-à-dire qu'on on ne fait rien dans cette forêt pendant des centaines d'années. Et quand je dis qu'on ne fait rien, c'est nous, forestiers, mais également le randonneur. C'est-à-dire qu'on interdirait l'accès à une partie de la forêt entièrement pendant des centaines d'années. Alors, c'est un projet qui est certes très, très ambitieux, hein. Je crois qu'on est maintenant 65 millions d'habitants en France et ça, c'est en progression. De 65. considérer que pendant des centaines d'années, plus personne n'ira faire quelque chose, n'ira observer ce qui se passe en forêt, c'est-à-dire que là, on mettrait réellement sous cloche une partie de la production et c'est nier, à mon sens, une partie de la question du changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique s'impose à nous. Une, Juste pour donner un exemple, hein. Quand on dit que le climat de Paris, à la fin du siècle, va être celui de Montpellier, il est illusoire de penser, encore faut-il le dire, que la forêt de Fontainebleau va ressembler à celle qu'on connaît aujourd'hui, dans un siècle. Non, Ah elle va oui? plutôt ressembler à la forêt qui approche de Montpellier, ou voire même de Séville, dans le sud de l'Espagne. Hmm. Et donc, ça, encore faut-il l'expliquer. Et je pense que la dernière innovation que je permettrai d'évoquer, hein, c'est il faut adopter une communication différenciante. Il faut adapter notre communication au nouveau code. Et ça, on n'y est pas forcément toujours prêt. Il faut montrer la réalité du terrain, ne pas la masquer. Il faut rappeler l'utilité de nos activités, donner du sens, des métiers nobles, avec humilité. Il y a juste, c'est bientôt ça en agriculture, et il y a une association qui s'appelle France Agri-Twitos qui regroupe des agriculteurs ou des forestiers qui communiquent positivement sur leur activité, qui expliquent réellement qu'ils vont sur En la tout cas, eux font de la Sainte-Georges-des-Lacs. pédagogie. C'est-à-dire, ils Exactement. s'expliquent Et je vous invite régulièrement, à ils se mettent les... en scène. Et Hmm. faut le dire et le répéter, ça, vous avez raison. Ils se mettent en scène, ils expliquent, voilà, au milieu d'un carré de luzerne ou au moment des semis, au moment de la récolte, en disant, voilà nos contraintes, ou chez moi, il n'a pas plu depuis tant, ou il a trop plu. Et donc, voilà, enfin, tout ça pour montrer que finalement, il n'y a rien de plus humain que les productions agricoles. Et je me tourne vers Monsieur Delbé, le philosophe. Quand j'entends ce que nous dit M. Tamouzelou, là, sur la forêt, la constitution d'une espèce de forêt dans laquelle on ne rentrerait pas pendant des siècles, ça me fait penser au courant panthéiste. Vous savez, Dieu est dans la nature est Dieu, d'une certaine façon, il ne faut pas y toucher parce que c'est sacré. Mais si on avait respecté cette idée, on ne serait pas là, non? Ni vous ni moi. Je crois, si vous voulez, qu'il faut bien distinguer le fait d'être raisonnable, d'avoir une relation, je dirais, raisonnable avec son environnement et une relation un peu idéologique ou rêveuse. Oui. Euh, je crois encore une fois que le rapport entre l'homme et la nature est un rapport qui est voilà, on avait avant, je dirais, un rapport à la terre qui était très maternel, si je puis dire. C'est-à-dire la terre nous donnait des produits
et nous pouvions, je dirais, d'une certaine manière, en profiter d'une façon, je dirais, sans faire bien attention. Je crois que la Terre n'est pas simplement une mère, c'est une sœur aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu à égalité. Il faut la préserver. Il faut tenir compte, je dirais, de l'évolution climatique, comme le disait très justement Monsieur Helou tout à l'heure. Il y a effectivement, il va falloir s'adapter. Et cette adaptation-là, ça suppose effectivement qu'on fasse des efforts, qu'on comprenne et qu'on adapte. Vous voyez, je crois que là, il y a une prise de conscience qui est loin d'être faite hein, de la part des citoyens. Des citoyens. N'est-ce pas? Parce qu'on le sait, mais on n'en a pas véritablement pris conscience. Deux questions pour terminer. La première à Guillaume Lefort, la dernière à Bruno Jambard. Le salon de l'agriculture, c'est dans quelques jours. Je voudrais vous dire d'ailleurs que oui, à l'innovation qui organise ces rencontres, ce webinaire, et puis qui produit un peu de pensée dans le domaine de l'innovation et de l'agriculture, vous proposera prochainement un documentaire sur le progrès, le sens du progrès. Alors, j'ai rencontré des philosophes, j'ai rencontré Luc Ferry, des personnalités qui viennent du monde de la culture, du monde de la haute gastronomie, le patron de la FNSEA, Gilles Babinet, qui est un entrepreneur du secteur du digital, Loïc Lefranc-Prigent, qui a été grand industriel, et je les ai tous interrogés sur l'idée du progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il a des ennemis, des adversaires? Quel est son contenu? Est-ce qu'il est dangereux? Donc, on vous proposera ça très, très rapidement. Mais pour finir, Guillaume Lefort, on est à un petit peu plus de 96 heures, on est à 4 jours pratiquement de l'ouverture du Salon de l'agriculture, là. Vous y allez dans quel esprit? Alors, moi, j'adore ces 10 jours, ces 9 jours de salon de l'agriculture parce que c'est vraiment au-delà de ce moment d'échange avec quasiment 1% de la population qui vient visiter le salon de l'agriculture. Donc, c'est quand même un très gros salon et il y a beaucoup de personnalités et d'habitants qui viennent. En plus, c'est une période où on s'intéresse un petit peu plus à l'agriculture, où la fenêtre médiatique est assez importante. Alors, cette année, on est dans un contexte un peu différent et c'est vrai que l'approche dans laquelle je vais me rendre au salon de l'agriculture est un petit peu différente des autres années où j'y allais uniquement dans un côté échange, explication de mon métier, partage, découverte de l'agriculture auprès du plus grand nombre. Cette année, il y a un enjeu politique. On a une colère agricole que moi je n'ai jamais connue. J'ai 40 ans, j'ai jamais connu une colère agricole comme celle-là, et donc qui doit s'exprimer et sur laquelle on doit trouver des solutions. Et donc moi j'espère, voilà, que en plus des paroles, on va vraiment avoir des actes, Ah des oui. concrets qui vont être affichés de manière à pouvoir avoir des réponses et que ce salon d'agriculture restera une grande fête où les consommateurs pourront venir découvrir les animaux, échanger avec des producteurs, avec des agriculteurs. Mais voilà, on se doit aussi d'arriver avec cette deadline qui est celle de samedi, où la colère des agriculteurs doit aussi pouvoir s'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on aura une approche un petit peu double pendant cette semaine du salon de l'agriculture. Merci, Bruno Jambard, pour conclure. C'est important, c'est une étape politique importante, le Salon de l'agriculture. Pour un président, gouvernement, et même pour tous les autres. C'est effectivement un rendez-vous incontournable hein, pour tous les politiques. C'est un rendez-vous aussi important pour les Français d'ailleurs, hein, parce que justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette déconnexion avec la terre et le monde rural aujourd'hui, eh bien, le salon de l'agriculture, c'est un des moments où les urbains peuvent renouer avec ce contact et donc revenir voir un peu les agriculteurs et la nature en plein Paris. Donc c'est un moment important, c'est un moment surveillé. Alors c'est un moment encore plus important quand on est dans les années électorales, hein, les grandes années électorales, notamment présidentielles. Mais on voit bien que cette année, compte tenu de ce qu'on vient de vivre et de la crise que l'on vient de vivre et qui probablement va encore être là quelques mois, on a justement un intérêt particulier et un regard particulier qui va être d'autant plus fort sur ce salon 2024. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est vrai, 1% de la population française chaque année. Je crois que c'est le salon le plus visité. Il y a entre 600 et 700 000 visiteurs, parfois un petit peu plus. Ça témoigne d'un appétit
Alors, il y a l'appétit des urbains, des citadins que vous évoquiez les uns et les autres, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui viennent des territoires de production, des régions d'élevage, de grande culture, du bocage, des plaines et des littoraux, euh, pour visiter le salon de l'agriculture. C'est un endroit où tous les Français se retrouvent. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis, nombreux aujourd'hui encore, pour ce webinaire qui était consacré à la décroissance, webinaire organisé par Oui à l'innovation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.